Dans cet article d'Alastair Crooks qu'on a mis 1 heure à décrypter en détail, en gros, il nous disait, parce que là on peut le faire en 2 secondes aussi, le résumé, que finalement la situation en Ukraine n'était rien d'autre qu'une sorte de, comment il dit, vernis collé, c'est là, sur les réalités d'un ordre mondial en décomposition. Dans la mesure où les causes fondamentales de la confrontation actuelle sont à chercher plutôt du côté du dysfonctionnement du libéralisme et de la fin du capitalisme qui s'exprime notamment parce que des anciens euh, analystes, en tout cas philosophes à l'époque, c'était plutôt ça, avaient déterminé comme étant l'importance de l'autodétermination et de la réappropriation des moyens de production si on voulait assumer la consommation. Et ce point-là a été complètement oublié par le néolibéralisme. Et finalement, la situation actuelle résulte totalement de l'échec lui-même du système social tel qu'il est utilisé et la confrontation finalement à laquelle on s'attache aujourd'hui n'est pas vraiment le centre du sujet le plus important. Le plus important, c'est le moment où Poutine dit à Scholz et Macron, notamment à propos des pénuries alimentaires, mais tout le reste aussi, euh, que ça, le problème vient de leur propre structure politique et économique qui sont erronées. Et ça, c'est le mot qui fait mal. Euh, En gros, on l'avait vu en fait juste avant dans l'article Poutine révèle les véritables causes de crise alimentaire, qui a été aussi publié sous d'autres titres et dont certains titres disaient textuellement ce que Poutine dit à la fin, erroné. Attends, je te le ressors, c'était par là. Je lis le passage en entier. Les Britanniques et plus tard les Américains, les Anglo-Saxons ont imposé des sanctions sur nos engrais. Puis, ayant compris ce qui se passait, les Américains ont levé leurs sanctions, mais pas les Européens. Eux, ils ont gardé l'ordre de rester au premier rang, comme d'habitude. Ils me disent eux-mêmes, lors de leur contact, oui, il faut y penser, il faut faire quelque chose, mais aujourd'hui, ils n'ont fait qu'aggraver cette situation. Et cela va aggraver la situation sur le marché mondial des engrais, et donc les perspectives des récoltes seront beaucoup plus modestes, et les prix continueront à monter, c'est tout, c'est normal. C'est une politique absolument myope, erronée, et je dirais même tout simplement stupide, qui mène à une impasse. Ça, c'est ce que monsieur Vladimirovitch Poutine déclare officiellement aux yeux du monde à propos de nous. Et donc, évidemment, les analystes s'empressent d'en rire aussi. Et nous, on continue notre petit parcours du monde avec cet article de Régis de Castelnau. Alors, dans la rubrique, dans cette grande série, la mutation de la civilisation, on a affaire, comme je le disais très souvent, à la confrontation du passé, du présent et du futur qui viennent s'entrechoquer parce que les futurs sont indéterminés, les passés sont en train de se réitérer de plein de manières différentes. Ce qui est intéressant là, alors là encore, lui aussi, il fait référence à la Deuxième Guerre mondiale. Il va trouver une référence très pertinente. Et là, je vais vous, hop là, amener sur un commentaire fait par notre ami Philippe Grasset, qui est très intéressant avant de commencer à se lancer dans l'article de Castellano, qui lui-même est très connecté à tout ce qu'on a vu. Si j'ai fait les liens de cet article avec les autres, j'en ai trouvé allègrement une demi-douzaine de sujets connexes. Et donc, on ne peut pas faire des liens au niveau logiciel en mettant un tac tac tac, en expliquant en quoi ces liens sont pertinents. Mais on peut le faire de tête, donc c'est ce que j'ai fait ici. Et ce qu'il nous dit, lui, Philippe Grasset, très intéressant, j'adore, j'adore à chaque fois. Il reste toujours un Français ou l'autre pour faire regretter ce que la France peut être à ces moments retrouvés. Vous allez mieux comprendre l'idée, c'est que il parle de l'avocat Régis de Castelnau, qui, je ne vais pas faire le cheminement complet, mais on le suit beaucoup, euh, a de qui tenir. Et là, il va nous apprendre un truc assez hallucinant. Bon sang, je ne saurais mentir. Non, en fait, c'est pas ça. C'est bon sang ne saurait mentir. Ça, c'est une expression que je connaissais pas. Pardon. Pourquoi bon sang? Comme l'ont dit son arrière-grand-père notamment, il devait dire ça. Le général de Castelnau aurait dû être fait maréchal
fut le premier, l'essentiel et le bien peu connu vainqueur de Verdun. Et alors ça me coupe la chic. Et donc, lui, je retrouve dans l'article de l'arrière-petit-fils suffisamment de véhémence et de rappel d'un passé qui ressemble si bien à la France de Macron réélu, pour bien situer les débuts de cette occurrence effective méta-historique qu'est Eucrisis. Ça, c'est le thème qui donne. On avait un tag pour ça, pour relier tous les articles où ce terme apparaît, parce que c'est tout un cheminement. Et donc la question, c'est comment la France eut tout faux dans le passé déjà, y compris dans les vertueuses démarches du président acteur pour faire un simulacre de diplomatie, c'est-à-dire maintenir le contact avec Moscou, mais bon, hein, et tout en crachant au museau de l'ours. Bah oui. Et jurant que lui parler ne servait à rien. Disant donc aux initiés que de toute façon le but est décidé, verrouillé d'avance, on le sait tous, le but c'est la défaite de la Russie, point final. Voilà où on en est, et d'où l'intérêt de se lancer maintenant avec ça en tête dans l'article de Castelnau, quand il explique que déjà à l'époque, à l'été 40, Marc Bloch, qui rédigeait son ouvrage intitulé L'étrange défaite, analyser les ressorts de la défaite militaire et de l'effondrement brutal de l'État et des institutions de la Troisième République à la suite de l'offensive allemande. Il pointait en particulier l'absurdité de notre propagande officielle, son irritant et grossier optimiste, sa timidité et l'impuissance du gouvernement à définir honnêtement ses buts de guerre. Et donc évidemment, résonance, réverbération, l'art inimitable de la défausse qui caractérisait la caste. Nous venons de subir une défaite incroyable, mais à qui la faute? Au régime parlementaire, à la troupe, aux Anglais, à la 5e colonne? Non, en fait, à tout le monde, mais sauf à eux. Et ce qu'il explique, évidemment, c'est que la guerre en Ukraine agit comme une démonstration de la permanence de cet art au sein des élites de notre pays. Toujours la même histoire. Et là, au moins la première phrase, elle est pour nous d'un grand classique, limite à la palissade, mais pour le grand public, par contre, ça va lui faire un choc. Si c'est bien la Russie de Vladimir Poutine qui a lancé l'offensive, la responsabilité de notre pays dans le déclenchement de la guerre est très lourde. Et ça, nous, on l'a vu un millier de fois déjà. Ce qui est bien, c'est que quand c'est Régis de Castelnau, c'est un auteur qu'on ne peut pas vraiment qualifier de alt média à 100%, mais on ne peut pas non plus le qualifier de mainstream parce que jamais de sa vie il sera invité, ou alors timidement peut-être, grâce à sa posture d'avocat. Il peut apparaître dans des médias comme Sud Radio par exemple, ça va encore. Et là, on est sur un format demi-alt média ou demi-mainstream. Et donc, c'est intéressant quand on a un auteur qui est demi-mainstream, quand il commence à entrer totalement ou à reprendre totalement, même avec 3 mois de retard, le discours des alt médias. Bref, là, il explique le casus belli, la géostratégique, casus belli géostratégique évident. La défaillance de l'État, l'illégitimité, etc. Bon, ainsi de suite. Alors on a l'économie russe finalement ne se porte pas si mal. On a un Bruno Le Maire qui prétend que les sanctions sont d'une efficacité redoutable. Une presse système d'une incroyable défaillance. Le mensonge éhonté mis au service d'une guerre de la communication. Et enfin, non, le danger fasciste, il était en France. À part ça, avec la présence de Marine Le Pen, on se demande, voilà, ce qu'ils ont dans le crâne. Un petit chapitre sur la presse télévisée. Alors ça, c'est parce que les gens ils regardent la télévision, mais s'ils la regardaient pas, ça irait mieux aussi. Il n'y a pas besoin de critiquer un truc qui est tout pourri, qu'il faut jamais regarder. Je sais pas, il y a toute une réflexion à faire là-dessus, mais nous, on connaît pas du tout ce qu'ils disent à la télé, donc... Et là, on entre dans le vif du sujet, le début de la fin de la mondialisation occidentale. On a une Ursula von der Leyen qui s'est arrogé tous les pouvoirs de l'Europe. Et normalement, elle devrait même pas légalement en disposer.
Il y a le zèle suicidaire des sanctions, ok. Le narratif de la défaite de Moscou, à part quand même, peut-être que le New York Times, à un moment donné, a fait un petit virage sur l'aile. Et parfois, donc, même dans la presse mainstream, apparaissent des titres du genre tiens, la Russie est en train de gagner la guerre économique. Et tout d'un coup, tout le monde s'étonne. Fait, ah bon? Entre parenthèses, quand on parle. Enfin, ça va parler de démondialisation, hein, c'est ça le principal centre du sujet de cette conversation, quand même. Donc, déjà à l'époque, Marc Bloch avait témoigné de l'insuffisance des élites qui sombrèrent à cause de la responsabilité du gouvernement et du commandement influencé par les élites militaires. Et donc, les dirigeants français d'aujourd'hui ne sont pas plus à la hauteur que ça non plus. Monsieur le Président, cette guerre, nous sommes en train de la perdre et avec vos amis, vous serez responsable de la défaite. Ce qui rappelle à son tour un discours de Charles de Gaulle le 18 juin 1941, où il déclare: le 17 juin 1940 disparaissait à Bordeaux le dernier gouvernement régulier de la France. L'équipe mixte du défaitisme et de la trahison s'emparait du pouvoir dans un pronunciamento de panique. Une clique de politiciens tarés, d'affairistes sans honneur, de fonctionnaires arrivistes et de mauvais généraux se ruait à l'usurpation en même temps qu'à la servitude. Et il continue: un vieillard de 84 ans, triste enveloppe d'une gloire passée, était hissé sur les pavois de la défaite pour endosser la capitulation et tromper le peuple stupéfait. À qui notamment Macron a concédé des éloges, hein, quand même. Et donc malheureusement, les politiciens tarés, affairistes sans honneur, fonctionnaires arrivistes et mauvais généraux, bah, ils sont tous là. L'équipe mixte, telle qu'ils l'appellent, est de retour. Et au pouvoir. Et il faut rappeler que la confiance lui a été largement renouvelée le 24 avril dernier. Nous allons vers des temps difficiles. Donc on voit l'idée de démondialisation est à peine entrevue dans un coin, mais elle est comme flottante au-dessus de l'idée. Voilà, l'idée c'est que nous avons, alors il explique que nous avons dit dans ces colonnes que l'invasion russe du 24 février dernier marquait le début d'un affrontement géostratégique qui dépasse le théâtre ukrainien, tel que l'a remarqué Alistair Crooke aussi juste avant, et qui déclenche peut-être le processus de fin de globalisation comme une forme contemporaine de domination de l'Occident. Et donc on voit ici en gros comment se construit un échec flagrant et potent, ouais, voilà, c'est le mot. Patent, pardon, voilà, un échec flagrant et patent. Et donc encore dans la construction de l'échec, c'est très intéressant pour nous quand même. On va dire sur le plan historique, et puis on laisse des souvenirs aux personnes qui voudront éviter de faire des erreurs dans le futur, espérons. Quelques quiproquos, méprises, incompréhensions qui mènent à un énorme échec. Pour Thierry Meyssan, la guerre n'a lieu qu'en raison de l'ignorance des Occidentaux de ce qui se passe vraiment en Ukraine. Et ça, j'ai quelques doutes quand même, parce que même nous, on était au courant, et pourtant, nous, on est pauvres, hein. Et les Occidentaux, centrés sur eux-mêmes, incapables de penser comme leurs interlocuteurs, ça c'est totalement vrai, n'ont cessé de se tromper. Et ce qu'il ajoute d'amusant, c'est que finalement, même quand les opérations militaires prendront fin et que les Russes auront atteint leurs objectifs, publiquement annoncés dès le premier jour, ceux-là, les premiers, pourront même se persuader d'avoir gagné. En définitive, la seule chose qui compte pour les Occidentaux, ce n'est pas d'épargner des vies humaines, ça c'est sûr que non, mais d'avoir la conviction de se tenir du bon côté de l'histoire. Dans cet article, qui fait suite à une longue liste d'articles, Thierry Meyssan s'attarde précisément sur les visions différentes d'une même réalité, les différentes perceptions de la réalité. Déjà, il y a le chapitre des bandéristes. Alors ça,
On a vu que historiquement, déjà, ils n'avaient rien à faire là. Ils étaient impulsés par les Américains. La presse occidentale fait comme si rien n'était. C'est-à-dire que quand ça les arrange, mieux vaut rester aveugle. Et en passant, Thierry Messens explique il a tardé quand même à s'intéresser à l'histoire des bandéristes, mais que quand même, finalement, ses analyses avaient réussi à toucher les nombreux responsables militaires et diplomates occidentaux de façon à ce qu'ils deviennent informés de ce que sont ces bandéristes. Parce que c'est sûr que c'était pas évident, il fallait chercher ça au Canada même, et ça va. Il y a beaucoup de connexions et énormément de travail qui a été fait là-dessus. Là, il y a une partie que je trouve super intéressante sur. Il y a deux manières d'évaluer la crédibilité d'un dirigeant. Euh, Soit je le résume, soit je le lis en entier. Allez. En fait, en substance, en Occident, ils n'élisent plus que des gestionnaires se présentant comme pétris de bonnes intentions. Et au contraire, les Russes, après l'effondrement de leur pays durant les années Eltsine, ont voulu restaurer leur indépendance et donc couper court avec le libéralisme. Et c'est pour ça qu'ils ont premièrement élu Vladimir Poutine pour ensuite en vérifier l'efficacité. C'est-à-dire que ils ont vraiment une approche pragmatique, comme je l'appelle souvent, mais ça va plus loin que ça, recherche de l'efficacité, donc une approche fonctionnelle du rôle d'un dirigeant. Là où en Europe, les bonnes intentions sont tout ce qu'on leur demande en fait. La réalité, après, personne ne s'en occupe, on peut s'en arranger. Du coup, en Russie, contrairement à l'OTAN, qui ne représente que 12% de la population mondiale, mais c'était juste pour dire en passant. En Russie, donc, les dirigeants civils cherchent à rassembler le peuple le plus largement possible en s'interdisant de mentir pour conserver la confiance de leurs concitoyens. Là où, de l'autre côté du mur, ceux qui sont au service d'une minorité, donc les possédants, pour exploiter la majorité, sont tenus de mentir pour ne pas être renversés par leurs supérieurs. Sachant que les inférieurs, eux, ils peuvent rien faire de toute façon. Ils pourront manifester dans la rue, ça n'aura aucune conséquence. Mais quand même, il y a une limite, c'est que par ailleurs, c'est là que c'est intéressant, les dirigeants militaires, s'ils ont tendance à prendre leurs rêves pour des réalités, donc à mentir en temps de paix, ils sont tenus de coller au plus près de la réalité en temps de guerre, pour vaincre. Et c'est là que tout d'un coup, ils apprennent à quel point c'est pas si facile que ça de connaître la vérité. Comme je le dis souvent, c'est toute une discipline même, et même il faut toute une vie de travail pour apprendre à comprendre, à percevoir correctement les choses. La recherche de vérité, c'est une discipline. Ça, c'est pas un truc que tu cliques sur le bouton, ah bah tiens, maintenant aujourd'hui je vais prendre la vérité pour voir. Eh ben non, ça marchera pas. D'autant plus qu'il explique que les Occidentaux sont marqués par un état de sidération en fait, depuis le 11 septembre 2001, en raison du fait que les explications qu'on leur donnait ne tenaient pas la route. Donc la défiance envers les dirigeants est assez maximale. Bah alors après, ils se sont rabattus sur les militaires en disant peut-être qu'eux disent la vérité, mais en fait, ils ont encore été dupés, comme c'était le cas avec Colin Powell. Donc l'état de sidération est devenu la normalité, en fait. Et au contraire, en Russie, c'est l'intérêt collectif qui prédomine dans la validation de ce que prétendent les dirigeants. Et donc par exemple, pour ce qui est des oligarques qui se sont installés à l'étranger, eux, ils sont considérés comme des voleurs. Et ils sont même bien contents qu'ils se soient fait eux-mêmes voler par les Occidentaux en représailles, par russophobie. Alors comme ça, ils ont tout perdu, les pauvres, enfin les oligarques en fait, russes. En tout cas, ils remettent plus les pieds en Russie. Ce que les Russes savent, c'est que le président Poutine, en tout cas sous son équipe, parce que c'est une énorme équipe, on les a vus travailler, c'était assez chaud quand même, sont quand même parvenus à résoudre le problème alimentaire, à redonner du travail à tout le monde. Ils ont restauré l'armée, etc. Et maintenant, ils combattent le nazisme. Donc, ils en sont très très fiers. Et là, ce fameux ordre unipolaire
qui semble être coulé de source pour les Occidentaux, il a coûté très très cher aux Russes sous le régime de Helsinki. Donc ils s'en rappellent bien de ça. Il y a aussi un épisode où la Russie a demandé à entrer dans l'OTAN et elle s'est fait rejeter, avec cependant un fameux traité de Helsinki en 1975 et qui a été réitéré ensuite, selon lequel, soi-disant, les 4 vainqueurs contre le nazisme, donc en incluant la Russie, concluaient au droit de chaque État à conclure des alliances militaires de son choix et, comme corollaire, le devoir de chaque État à ne pas prendre de dispositions de sécurité menaçant ses voisins. Quelque chose dont Lavrov parle beaucoup. En tout cas, il y fait énormément référence. Donc au nom de ça, de toute façon, quand la Finlande ou la Suède veulent adhérer à l'OTAN, la Russie n'a absolument rien à dire contre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il l'a dit textuellement d'ailleurs. Sauf si, évidemment, ça implique l'installation de troupes US si près de ses frontières. Et principalement au nom de ça, la Russie n'a pas de visée impérialiste, ce qui est certain. Pourtant, c'est pas ce que pensent les Occidentaux, qui eux ont plutôt l'habitude de ne pas trop respecter les conventions et les traités. Donc ils se disent qu'ils vont faire pareil. Ça, c'est quand même un énorme inconvénient. Quand on ne respecte pas sa parole, on peut que craindre que les autres fassent la même chose. Et donc on vit dans un monde totalement instable et limite paranoïaque. D'ailleurs, il le dit lui-même, le mot. Voilà. Là, c'est amusant. Il y a des trucs au niveau de l'art opératif sur le champ de guerre. Il y a des choses intéressantes, contrairement les divergences en fait. Et les films de guerre hollywoodiens mettent en scène des initiatives héroïques de quelques hommes faisant basculer le sort de la bataille entière. Et les films de guerre russes ne parlent que de héros qui se sacrifient pour retarder l'avancée ennemie et permettre à la population de se replier. Les Russes n'éprouvent aucune honte à fuir si cela peut éviter un bain de sang. Et donc on a bien deux approches différentes de la stratégie de guerre héroïque. Et c'est là qu'on en arrive à quelque chose qui a été dit par Andrei Martyanov, Scott Ritter et d'autres personnes encore, les meilleurs analystes possibles. Cette différence conduit les militaires slaves à imaginer l'art opératif à mi-chemin entre la stratégie et la tactique. Il ne s'agit ni de penser le déploiement des armées, ni la conduite d'une bataille, ce qui pourrait être fait pour retarder l'armée ennemie et prévenir la bataille. Les armées occidentales, elles, ont aussi tenté d'imaginer un art opératif, mais elles n'y sont pas parvenues parce qu'elles n'en ont que besoin. Ce qui fait que dans sa construction, je résume, l'art opératif, il appelle ça comme ça, occidental, n'a jamais eu besoin de développer de se développer, et ceci étant à mi-chemin, comme il le dit, entre la tactique et la stratégie. C'est important parce que la stratégie, c'est les objectifs de guerre et leurs moyens d'y arriver, et les tactiques, c'est plutôt ce qui se passe à court terme dans les opérations une à une, les unes après les autres. Il y a aussi l'ordre des opérations peut être de l'ordre de la tactique. Donc ça, c'est l'art opératif. Les Occidentaux, eux, ils n'ont pas toutes ces nuances, puisqu'ils ont... en fait, ça aussi c'est important de le noter, enfin, ils ont une hiérarchie qui est stricte et qui dit, voilà, depuis le haut, ce qu'il faut faire, on déplace les troupes à tel endroit, donc vous allez à tel endroit, etc. Quand on voit les Tchétchènes en action, eux, ils sont vraiment autonomes, ils réfléchissent eux-mêmes et ils prennent des décisions et des initiatives. Ou en tout cas, des fois on peut leur interdire de prendre certaines initiatives en disant que c'est trop dangereux, et dans ce cas ils sont un peu frustrés, mais ils en trouvent d'autres du coup. Et là c'est vachement intéressant, je vous conseille de le lire en détail tranquillement, parce que c'est vraiment un sujet très pertinent, je trouve. Au plan militaire, la guerre en Ukraine peut être résumée ainsi. L'objectif fixé publiquement par le président Vladimir Poutine était désarmer et dénazifier l'Ukraine. Sa mise en œuvre par son état-major a d'abord consisté à semer la confusion chez les adversaires, puis à réaliser l'objectif une fois l'armée ukrainienne désorganisée. C'est-à-dire qu'ils ont attaqué de tous les bords simultanés. Donc les armées ukrainiennes ne savaient pas où se concentrer.
En passant, ils ont détruit toutes les défenses aériennes, récupéré les réserves d'uranium de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Ils ont visé immédiatement les laboratoires militaires, et notamment ceux des armes biologiques. Et ils ont détruit les chemins de fer, pour le cas où les Occidentaux voudraient envoyer des armes. Et enfin, ils se sont rabattus directement sur le fief de Azov à Mariupol. Et donc pendant ce temps, ça c'était vraiment un truc très amusant, les Occidentaux ont cru que les Russes voulaient prendre Kiev, parce que eux, dans leur stratégie, couper la tête, c'est gagner la guerre, donc la tête, c'est à Kiev, et donc ils se sont dit, ils vont sûrement arriver là. Voilà, ils se sont dit qu'ils voulaient arrêter le président Volodymyr Zelensky, alors qu'il n'a jamais fait partie des cibles, et que les Russes voulaient occuper l'ensemble du pays. Et c'est surtout pas ce qu'ils veulent. En plus, ils l'ont dit texto. Et donc, je cite, enfin, je lis, il y a donc eu méprise sur le Blitzkrieg. Blitzkrieg. Ok, d'accord. Bref, les Occidentaux ont voulu défendre Kiev alors que les autres étaient à Zaporizhia. Là, je l'ai bien dit, Zaporizhia. Puis ils ont cru qu'ils devraient protéger Odessa et Lviv, tandis qu'ils étaient à Mariupol. Et donc l'art opératif russe s'est exercé en atteignant les objectifs annoncés en un temps record, tandis que les Occidentaux se félicitaient d'empêcher la prise d'objectifs imaginaires. Ça, c'est vraiment magistral, ça vaut le coup de le dire. Hein. Et donc les Occidentaux sont tellement nombrilistes qu'ils n'ont pas été capables de penser comme leurs adversaires. Le Pentagone s'est d'autant plus facilement trompé que la plupart des officiers ignoraient le travail des Straussiens, dont justement Thierry Messant parle énormément, et qui nous a permis à nous de faire nos recherches aussi. C'est-à-dire la structuration des bandéristes, leur lien avec les éléments d'extrême droite et de nombreuses armées occidentales, comme l'ordre secret de Centuria et les programmes secrets d'armement. Ceci était pour expliquer à quel point, même sur le champ de guerre, qui pourtant n'est qu'une expression physique d'un tournant historique beaucoup plus complexe, le fait qu'on soit au stade de la démondialisation, de la fin du libéralisme, ça s'exprime sur, comment dire, ça se concrétise de façon physique, on peut dire, sur un cas d'espèce qui est simplifié. La guerre, c'est un cas d'espèce simplifié d'une crise énormément plus grave. Et dans ce cas d'espèce simplifié, on a pu voir l'inanité absolue des Occidentaux, parce que ils sont en train de défendre des objectifs imaginaires qui n'intéressent personne. Et bref, ils sont en train de brasser du vent ou de combattre des fantômes. Et c'est ça qui du coup devient symbolique de l'ensemble de ce qui se passe à grande échelle. Donc ici on a le très sérieux Olivier Renaud qui demande de l'UE de la paix à l'UE de la guerre, et enfin à sa liquéfaction, et il va le redire textuellement ça dans son texte. Donc déjà il y a une première étape où ils se sont dit nous devons être aussi une puissance militaire, donc ils ont endossé l'uniforme de la militarisation, et ils l'ont fait sans hésiter. Hein. Donc se doter de sa propre armée, ajuster les instruments juridiques pour justifier la fourniture d'armes, permettre aux pays comme la Pologne, la Croatie, Danemark de s'engager comme mercenaires dans les guerres extérieures. Ce faisant, comme il le dit, l'objectif officiel de cette Union européenne de promouvoir la paix laisse pantois. C'est-à-dire qu'en prononçant le mot paix, en même temps, ils augmentent les dépenses militaires. Encore une fois, on peut parler de dissonance cognitive aussi. En tout cas, l'idée de créer un European Commonwealth témoigne de cette dissonance parmi les alliés. Et même au sein de l'UE, il y a un axe géopolitique, alors anglo-saxon, formé par Washington et Londres, qui veut clairement se doter de bases arrières solides pour contrer l'axe géopolitique Paris-Berlin, au cas où il se mettrait à fondre sous la pression.
Donc c'est intéressant parce que c'est comme un aveu en fait. Ils avouent d'où viennent les ordres. Alors que c'est censé être concerté pour le moins. Et ben, on voit que c'est pas du tout le cas. Et en même temps, ben, envisager un renforcement de la France, l'Italie, l'Allemagne, etc., pourrait briser les vestiges de l'hégémonie des États-Unis et du Royaume-Uni. Notamment, il parlait aussi du fait que les armes livrées en Ukraine puissent se retrouver en Afrique et donc, du coup, à nouveau, jouer en défaveur de la présence américaine et anglaise en Afrique. Du coup, avec cette militarisation, eh ben, il s'ensuit, on va dire, une compétition entre plusieurs centres géopolitiques à la fois. Donc la question est de savoir si Washington et Londres, par leur influence sur la politique des pays d'Europe de l'Est, pourront résister à ces plans, ou s'ils vont orienter le processus de militarisation de l'UE vers une direction qui leur sera plus bénéfique. Est-ce que l'UE osera franchir une telle étape dans un contexte de menaces économiques croissantes? Jusqu'à présent, les observateurs se trouvent face à plus de questions que de réponses. Il y a au moins une chose qui est claire: la militarisation de l'UE, même au niveau de la discussion, indique un changement de registre en ce qui concerne l'existence d'une Europe unie, tout en montrant la perte d'efficacité des mécanismes de consolidation. Et donc la question qui pose, c'est: ne serions-nous pas en train d'assister à la liquéfaction politique ou de la politique européenne qui autrefois était soudée? N'assistons-nous pas à la perte définitive de son ancienne influence géopolitique? Ça, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, le vecteur politique, le vecteur militaire, pardon, ne fera que retarder ce processus, mais ne l'empêchera pas. Et donc là, on peut comprendre, c'est là que c'est intéressant, c'est que ce qu'il appelle le vecteur militaire est en fait un moyen de retarder la dislocation de l'Union européenne. Puisque d'ores et déjà, de toute manière, ils n'ont aucune consistance et ils sont entièrement ce qu'on appelle vassalisés par les États-Unis. Et s'ils veulent obtenir la moindre souveraineté, aussitôt ils se trouvent confrontés à leur propre patron. Et donc d'office, de facto, et depuis le début déjà, l'Europe, c'est fini quoi. Et là on arrive à l'article... Ah non, c'est pas celui-là encore, mais ça va venir presque. Ça, c'était un rapide article de Mike Whitney, parce que d'habitude, il est extrêmement excellent. Ici, c'est plutôt moyennement excellent. Très bon article, donc. La guerre en Ukraine marque la fin du siècle américain. Je dis moyennement parce que ce sont que des choses qu'on sait déjà et qu'on a lu déjà plein de fois. Donc, c'est facile à savoir et à comprendre, et à résumer aussi. La férocité de la confrontation en Ukraine montre que nous parlons de bien plus que du sort du régime de Kiev. L'architecture de l'ordre international tout entier est en jeu. Et il enchaîne tout de suite. Voici votre réflexion pour la journée sur la monnaie de réserve. Chaque dollar américain est un chèque émis sur un compte qui est à découvert de 30 000 milliards. Qu'est-ce que vous faites? La pleine foi du trésor américain est en grande partie un mythe maintenu par un cadre institutionnel qui repose sur une fondation de sable. En fait, le dollar ne vaut pas le papier sur lequel il est imprimé. C'est une reconnaissance de dette qui se débat dans un océan d'encre rouge. La seule chose qui empêche le dollar de disparaître dans l'éther, c'est la confiance des personnes crédules qui continuent à accepter comme monnaie légale. Mais pourquoi les gens gardent-ils confiance dans le dollar alors que ses défauts sont connus de tous, etc. Et pour répondre à cette question, il faut examiner comment le système fonctionne réellement et comment le dollar est soutenu par de nombreuses institutions qui ont été créées après la Seconde Guerre mondiale. Ces institutions offrent un environnement propice à la réalisation de l'escroquerie la plus longue et la plus flagrante de l'histoire, à savoir l'échange de produits manufacturés de grande valeur, de matières premières et de main-d'œuvre laborieuse contre des bouts de papier vert sur lesquels figurent des présidents morts. Mais hormis le cadre institutionnel et l'extermination impitoyable des opposants au dollar, il n'y a aucune raison pour que l'humanité reste attachée à une monnaie qui est enterrée sous une montagne de dettes et dont la valeur réelle est pratiquement inconnue. Alors, il revient sur le passé, évidemment, il n'en a pas toujours été ainsi. Avant, c'était annexé à l'or, puis ensuite il y a eu Bretton Woods 1, Bretton Woods 2, surtout celui-là.
Et maintenant qu'il n'y a plus une seule goutte d'or, à part tout ce qui reste, c'est un tas de fumant de dettes. Alors la question qui pose, c'est comment diable le dollar a-t-il réussi à préserver son statut de monnaie prééminente dans le monde? Tu veux dire, hormis le chantage et hormis la mafia? Les réponses qui sont données habituellement sont absurdes. Genre, c'est la force de l'économie américaine, nanana, etc. Il n'y a aucune sécurité dans ces bons du trésor, euh, qui, après le dollar d'ailleurs, est la plus grande arnaque de Ponzi de tous les temps. La véritable raison pour laquelle le dollar est resté en première monnaie du monde est la cartélisation des banques centrales. C'est-à-dire que les banques centrales occidentales sont un monopole de facto dirigé par une petite cabale de mangeurs de bas étage qui coordonnent et s'entendent sur la politique monétaire afin de préserver leur mainmise maniaque sur les marchés financiers et l'économie mondiale. C'est une mafia monétaire. Et comme l'a dit Georges Carlin, vous et moi, nous en faisons partie. Vous et moi, nous ne sommes pas dans le grand club. Oui, il a dit nous ne faisons pas partie, pardon. Et nous ne sommes pas dans le grand club. En résumé, c'est la manipulation incessante des taux d'intérêt, des prévisions et de l'assouplissement quantitatif, quantitative easing, qui a maintenu le dollar dans une place élevée mais imméritée. Mais ça ne peut pas durer tout le temps non plus. C'est-à-dire qu'à force de déconner, les rivaux ont fini par fabriquer leur propre système. Et c'est ça la véritable tragédie pour l'Occident. Parce que pendant un siècle, ils ont profité d'une extraction ininterrompue des richesses du monde en développement, en le gardant dans la pauvreté, de façon à vivre largement au-dessus de leurs moyens. Et aujourd'hui, en raison des sanctions économiques imposées à la Russie, entre autres, un ordre entièrement nouveau est en train d'émerger dans lequel le dollar soit remplacé par des monnaies nationales traitées par un système de règlement financier indépendant dans des accords commerciaux bilatéraux jusqu'à ce que plus tard, dans l'année qui est actuelle, la Russie lance une monnaie cotée en bourse adossée à des matières premières et qui sera utilisée par les partenaires commerciaux en Russie, en Asie et en Afrique. Il n'a pas écrit en Russie, mais je le dis. Le vol par Washington des réserves étrangères de la Russie en avril, à ce moment-là, ils ont les réserves de change, c'est ce qui permettait justement de recalquer les roubles en dollars pour pouvoir faire des achats en dollars. Mais du coup, ils ne peuvent plus faire de change de monnaie. Donc, les Américains ont gardé ces réserves. Donc, il y en avait pour de tête 300 milliards de dollars. Et donc, cet argent a été littéralement volé textuellement par Washington. Et donc, ce vol a donné le coup de fouet au processus actuel qui a encore été accéléré par le bannissement de la Russie des marchés étrangers. En bref, les sanctions économiques et les boycotts américains ont élargi la zone de non-dollars de plus d'ordre de grandeur qu'ils ne l'imaginaient en tout cas, et forcé la création d'un nouvel ordre monétaire. Est-ce que c'était pas stupide de faire ça? Depuis des décennies, les États-Unis ont mis en place une escroquerie dans laquelle ils échangent leur monnaie d'emballage contre des choses de valeur réelle, le pétrole, les produits manufacturés, la main-d'œuvre. Mais maintenant, la troupe de Biden a complètement abandonné ce système et divisé le monde en plusieurs camps. Alors, pourquoi? Est-ce que le but était de punir la Russie? Et est-ce que ça a marché? C'est la question qui pose, hein, mais franchement, vu de l'extérieur, on a plutôt l'impression que c'était inéluctable que ça se passe comme ça à un moment ou à un autre et qu'il suffisait que d'une étincelle. Comme il le disait lui-même avant, le statu quo ne pouvait pas durer. Donc là, on en est au stade de le rouble est la monnaie la plus performante du monde. C'est-à-dire que avec le même nombre de roubles, ils peuvent obtenir un nombre de plus en plus grand de dollars sans faire d'efforts. Donc les pénalités économiques n'ont aucune signification pour eux, d'autant plus que ce sont eux les propriétaires des principales matières premières. En plus, les prix ont augmenté. La Russie tire près de 20 milliards de dollars par mois de ses exportations d'énergie.
Les analystes s'attendent à ce que la balance commerciale de la Russie soit de 250 milliards de dollars à la fin de l'année, soit 15% du PIB de l'année précédente. Et en fait, le double de ce qui était enregistré l'année précédente, hein, c'était 120 milliards. Ils sont passés à 250. Et donc, c'est ça que vous appelez des sanctions. Et en fait, ce qu'il explique, lui, Mike Whitney, c'est Madame Rybakova, estime que l'efficacité des sanctions financières a peut-être atteint ses limites. Donc, la décision de renforcer les sanctions commerciales vont venir. c'est c'est assez drôle. Ils n'ont aucune autre action possible. Enfin, par exemple, dire la vérité, parler sincèrement, être honnête, être sympathique, ça c'est pas possible. Ça c'est. Laissez-moi résumer. Les sanctions nuisent en fait, aux États-Unis et aident la Russie. Donc, les experts pensent que nous devrions imposer plus de sanctions, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Dans la catégorie ils se sont tirés une balle dans le pied, ils recommencent. Donc voilà, c'est contre-productif. Tout ça, on sait. Toujours l'occasion de faire des commentaires amusants quand même. Quelqu'un à Washington pense-t-il à ces choses ou sont-ils tous complètement ivres de leur propre coupure de presse qu'ils ont complètement perdu le contact avec les réalités? Mais ça, c'est une question, hein, c'est une vraie question. Si l'Occident collectif continue d'insister contre toute réalité observable sur le fait que le conflit ukrainien se passe très bien pour Kiev, les principaux médias sont de plus en plus mal à l'aise avec la situation sur le front économique et de plus en plus d'observateurs admettent que les embargos imposés par les États-Unis et leurs alliés n'écrasent pas l'économie russe comme prévu à l'origine, mais plutôt la leur propre. Et ça, on avait déjà un article hein, il y a 6 mois, enfin 4 mois maintenant, allez 3 mois, soyons généreux, disons la vérité, il y a 3 mois sur le boomerang. Et vous le trouverez facilement, le mot boomerang, il est devenu à la mode depuis. La question se pose, est-ce que l'Europe va se séparer de Washington et laisser l'Amérique sombrer dans son océan de 30 000 milliards de dollars d'encre rouge? C'est très possible. C'est intéressant d'avoir le point de vue américain quand même. Et donc on en reste là, hein. C'est la grande question. Mais est-ce que c'est possible dans la réalité une telle chose? Franchement, et, on l'a vu, hein. Par exemple, avec le cas Bilderberg, les vrais décideurs ne sont même pas à Bilderberg, on ne les connaît pas. Quand les analystes cherchent à poser des questions, à faire des interviews pour demander mais qui a eu l'idée, qui vous a demandé de faire ça? Il y a un moment donné, il y a un mur où on n'a plus personne. Donc c'est pour ça qu'on a ces hypothèses H1 et H2 qu'on suit en permanence pour essayer de voir est-ce qu'il y a des objectifs à tout ça et voilà. En fait, nous, on avait un... Oh, je vous en parlerai peut-être la prochaine fois. Quand on parlera de cet article de Pepe Escobar, les pays du Sud se libéreront-ils de la dette dédollarisée? Voilà, je suis fatigué là. Il faut que je fasse une pause, ok? Et on revient après pour décortiquer cet article de Pepe Escobar qui va être magistral évidemment. A tout de suite.